Deux anciens joueurs de l'USLD, Jérémy Huisman et William Saint-Louis qui sont avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et puis Guillaume Bataillé, journaliste Europe 2, Guillaume Leroy, supporter dunkerquois, bonsoir. Et direction donc Dunkerque, je vous l'ai promis, sur la place de, non pas la place Jean Bart, mais la place de la mairie, où il y avait un écran géant installé ce soir et on retrouve Clément Kaminski. Clément, c'est la fête autour de vous, cette qualification doit être largement fêtée? Ouais, sacré match et sacrée ambiance sur place, je peux vous le dire. D'ailleurs, je suis avec Alexis, c'est toi qui as suivi un peu tout le match. C'est toi qui as été le meneur aussi des supporters ici. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà de cette première mi-temps, 1-0? Alors, on va commencer par la première mi-temps. Moi, je vais être très cash, je vais pas rigoler. Alors, on a eu des occasions face à l'équipe de Brest. Mais genre, quand tu regardes Diop, le joueur de Dunkerque, Diop, il est censé être derrière. Déjà, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Franchement, la deuxième, sinon il était dans la merde. Ensuite, pour parler de la deuxième mi-temps, on va tout de suite aller à la deuxième. Alors, déjà de 1, ce qui a été pas mal dans la deuxième, c'est l'entrée de Courtet. Déjà, Courtet, je t'aime. La vie, fais-moi un câlin, ce que tu veux, je m'en fous. Ensuite, pour continuer... Ensuite, pour continuer, on a un passe en Kanté. Là, c'est quand même... Ils nous entendent quand même. Ouais. Là, on passe en Kanté, il a mis son premier doublé. Depuis des années qu'il est à Dunkerque. Il l'a mérité. Après, on a aussi Courtet. Franchement, il a fait un truc de malade. On était dominés 2-0. 2-0. J'ai vu des gens partir comme des lâches. Ces bandes d'enculés. Comme des lâches. Et là, regardez. Dunkerque, heureux, demi-finale pour nous. Là, tout le monde est heureux. Et là, en demi-finale, on espère juste pas tomber sur le PSG. Ça nous ferait mal aux couilles. Parce que là, on a déjà... Auxerre, Lille, Brest. Si on tombe sur PSG, je vais me tirer une balle. Mais la vie... Faut y croire, t'es fou. Faut y croire. Bah, je suis de ton avis, mais quand même. Regarde, on a remonté 2-0. Vous voyez une sacrée ambiance. 2-0, tu te rends compte de ce que c'est 2-0, 3-2? Il y a une sacrée ambiance ici à Dunkerque, en tout cas ce soir. Un petit peu de bruit là. Allez. Voilà, au moins il y a la fête donc autour de Clément Kaminski. On ne reviendra pas sur tout ce qui a été dit. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été débriefées sur cette rencontre. Merci donc Clément. On reviendra évidemment vers vous pour d'autres supporters. On espère peut-être un peu plus poli pour les autres. Mais effectivement, on voit qu'il y a la fête, il y a une vraie ambiance, il y a une vraie émotion aussi sur cette rencontre, Jérémy. Ça commence par une défaite, enfin on se dirige sur une défaite 2-0 menée. On a eu du mal à reconnaître les Dunkerquois qu'on avait vus contre Lille. Et au final, un but, deux buts, le troisième qui arrive à la fin. Encore un scénario incroyable, mené de 0. Il y a beaucoup de personnes qui auraient dit bah, ça y est, c'est fini. Mais je pense que l'entrée des trois joueurs ont vraiment rapporté de l'agnac et de l'expérience. Et ça a permis sur le corner, dès qu'ils sont rentrés tous les trois, de revenir au score à 2-1, ce qui a permis à tout le monde de se remettre dedans. Et puis que dire de cette victoire, on l'a dit la dernière fois contre le LOS, c'est incroyable, c'est historique. Merci aux Dunkerquois, merci au club. Ils nous font vivre des moments magnifiques. William, il y a de l'émotion ce soir après cette nouvelle victoire? Oui, forcément, parce que on a vu ce supplément d'âme à l'entrée des nouveaux joueurs. On voit le public, il y a une effervescence forcément derrière, on l'a dit juste avant le match. Et je pense que ça va ne faire que s'accroître. Et maintenant en demi, c'est magnifique. Alors, on en reparlera évidemment des possibles tirages. Il reste un match qui va débuter dans un peu moins de 5 minutes. C'est le PSG face au Stade Briochin. Bon, si on devait pronostiquer un résultat, c'est vrai que je pense qu'on voit tous Paris se qualifier. Mais en tout cas, donc, il reste cette rencontre à jouer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a donc Cannes et Reims qui se sont qualifiés hier. Jérémy, peut-être pour toi, qui est l'adversaire le plus accessible, celui que tu souhaiterais voir en demi face à Dunkerque? Ouais, j'aime pas dire qu'il y a des adversaires accessibles parce qu'on peut voir que Cannes a sorti. Ce serait, sur le papier, ça serait Cannes. Mais Cannes, ça voudrait dire d'aller jouer là-bas, sachant qu'il y a 2 divisions d'écart dans un contexte pas facile d'aller jouer dans un club de N2, surtout que c'est un gros club de N2 avec des joueurs qui ont de l'expérience. C'est trois rencontres, ce sera 3 rencontres de façon dans tous les cas magnifiques. Cannes pour essayer d'aller en finale, le PSG parce que ça reste le PSG, ça reste un match magnifique s'il se qualifie bien sûr. Et puis Reims, Reims c'est un peu du même calibre. Reims, c'est le pire tirage alors. Ouais, Reims pour moi ce serait le pire tirage, mais il n'y a pas de pire tirage, ça restera un moment historique et magnifique pour le club. Parce qu'on rappelle donc c'est la première demi-finale depuis 1929 en Coupe de France pour l'USL Dunkerque. Guillaume, si je reviens vers toi pour le match, on a vu vraiment un Dunkerque à 2 visages en fait dans cette rencontre.
On en parlait ensemble, c'est vrai que tout s'est passé en fait à la mi-temps et pendant la deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'à la mi-temps, on en parlait avec Guillaume, l'entraîneur il a dit il faut changer d'attitude tout de suite, sinon on va sombrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à sombrer et il a commencé à faire ses changements. Et qui c'est qui est rentré? Les titulaires, on en parlait, c'est les titulaires qui sont rentrés. C'est Skita, c'est Bamou, c'est Courté. C'est Sanganté dans des joueurs de caractère. Sanganté, celui qui a mis le Lilian Thuram. Le Lilian Thuram Dunkerquois, effectivement, avec un doublé. Et c'est ce qui a fait la différence. Et on a senti une équipe qui peut être en Ligue 1 l'année prochaine, tout simplement. Toute la seconde période, on va dire que jusqu'au moment où Ajorc fait son poteau, jusqu'à la fin, le Dunkerque était largement au-dessus. Ce soit dans deux poteaux ce soir, Jaouen qui est sauvé 2 fois par ses poteaux, une fois face à Ajorc et une fois face à Chardonnay, une reprise de volée à l'entrée de la surface de réparation qui termine sur la transversale. Dunkerque était clairement au-dessus, comme il l'a été à Auxerre. De toute façon, c'est clair. Guillaume, on a parlé de ce groupe qui était diminué, on rappelle, il y avait 15 joueurs touchés par la grippe, diminués ou blessés. C'est ce qu'avait déploré Luis Castro avant cette rencontre. Est-ce que tu avais vu un peu ce groupe un peu fatigué, un peu à la peine physiquement, au moins en début de rencontre, ou pas du tout? Alors, moi pas du tout. J'ai trouvé, la première mi-temps, je l'ai trouvé très correct. On sentait que les deux équipes se craignaient, les deux équipes étaient très prudentes. On avait même un regret qui est 1-0 à la pause, je dirais, pour Brest, parce que Dunkerque, je dirais, méritait mieux. Après, sur la seconde mi-temps, Guillaume a bien résumé le sujet. L'entraîneur qui dit à la mi-temps il faut qu'on ait plus de caractère, il fait rentrer les joueurs pour après le 2-0. Il fait jouer plus haut surtout. Oui, mais après ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que autant le match de Lille, c'est vrai que ça a été un match à sens unique et Dunkerque s'en tire d'une manière vraiment sur la toute fin, autant là sur la dernière demi-heure, je trouve que c'est limite une démonstration dunkerquoise et en fait la victoire de Dunkerque n'est pas contestable en fait finalement. Jérémy, tu soulignais l'envie rapportée notamment par les entrants. Oui, de toute façon, comme Guillaume a pu le dire, je pense que Dunkerque a fini avec son équipe titulaire, entre guillemets son 11 titulaire qui joue en général en Ligue 2. Ils ont pu ramener des forces vives en deuxième mi-temps et du caractère. Après un match de foot, ça se joue vraiment sur des détails. Et on a pu voir que le gros tournant du match, pour moi, c'est le poteau d'Ajorc. Je pense que si Ajorc met le 3e, c'est pas la même histoire derrière. Ça fait 2-0 pour Brest. Ça faisait 2-0, ça aurait fait 3-0. Bon, heureusement pour nous, Jaouen sort bien, lui permet de le mettre sur le poteau. Et puis derrière, il y a ces rentrées de joueurs. Et puis on a quand même 2 défenseurs qui marquent les 3 buts sur des coups de pied arrêtés. On a pu en parler ensemble tout à l'heure. C'est quand même assez révélateur, surtout que Brest a eu entre 10 et 15 corners en première mi-temps. C'est l'état d'esprit encore une fois, celui qu'on a vu contre Agno, celui qu'on a vu contre Lille encore au tour précédent. C'est ce groupe-là qui est à retenir. C'est une question d'état. Les coups de pied arrêtés, c'est une question d'état d'esprit. Je veux dire, quand on joue en zone ou en individuel, c'est une question d'état d'esprit. On sait qu'on a notre joueur en individuel ou en zone, on a notre zone à défendre. C'est celui qui a le plus faim, entre guillemets, qui arrive à sortir la balle. Et là, c'est Sanganté qui en parlait dans les interviews qu'il travaillait beaucoup plus les coups de pied arrêtés. Énormément. Par rapport à avant. Il disait qu'il faut que des séances d'entraînement avec ballon, mais aussi par rapport aux coups de pied arrêtés, c'est dur. À chaque fois, tous les jours, 10 minutes de plus. On va voir que c'est ce qui fait la différence. William, toi qui étais défenseur central justement, alors avant de parler de la rentrée offensive de Sanganté, plutôt justement sur le rôle d'un défenseur sur ses coups de pied arrêtés, déjà sur ses corners, parce qu'on a vu plusieurs fois Ajorc être complètement esselé. Ça, c'était un choix du coach. Comment tu gères un gabarit pareil quand il est comme ça juste devant ton gardien qui fait plus de 2 mètres? Je pense que tout d'abord, c'est au maximum le gêner déjà dans son contact, dans son impact physique. Et il faut absolument que tous les partenaires autour soient vraiment attentifs sur le deuxième ballon. Parce que ça peut très bien partir vers le gardien, ça peut très bien partir vers l'avant. Mais en fait, il faut être vraiment attentif à tout ce qui se passe autour en fait. Et il y a donc le côté offensif aussi de la rentrée de Sanganté, il marque 2 buts ce soir. Forcément, quand on est défenseur, dans l'axe, on est amené à faire beaucoup plus de tête que des joueurs du milieu de terrain. Donc on a les 2 zones de terrain, aussi bien défensif qu'offensif, sur lesquelles on peut vraiment apporter notre compétence en fait dans le domaine aérien. Et ça s'est vu là aujourd'hui, c'est des petits cafouillages, des petits ballons, mais c'est des petits détails qui font que ça finit au fond et puis c'est des zones de finition. Donc, après on peut voir Copa sur le deuxième but. Oui. Je veux dire, il a la confiance, il rentre à 2-0, il y a 2-2, il fait un enchaînement, contrôle, pied droit, frappe, pied gauche.
Il fait un enchaînement de vrais numéro 9. C'est pas le plus technique de l'équipe, ce que tu nous disais. C'est pas forcément le joueur le plus technique, mais il a cette niaque, il a cette arme, et il est entraînant en fait. Il entraîne vraiment toute l'équipe avec lui, comme Bamou, comme Courté, comme Tejane a pu le faire sur le match contre Lille. Et dans une équipe, tu as besoin d'avoir un certain équilibre, il te faut des joueurs techniques, tu as tes Bardelli, tes Skita, tes Ragoubert, etc. Et tu as besoin de certains joueurs qui font un peu du sale à côté en fait. Et il faut avoir un certain équilibre dans une équipe. Et là, je pense que sur la fin de match, ils l'ont vraiment eu avec ces rentrées de joueurs. Alors on garde un œil évidemment sur le stade Francis Leblay, puisque les conférences de presse vont démarrer. On ne sait pas encore vraiment quand, mais donc on a Eric Roy, il suffisait de l'annoncer et de l'appeler, qui est en train de s'installer, donc je propose qu'on l'écoute. Tout simplement, quel sentiment t'anime après ce match, le scénario assez fou? Quel sentiment, déjà une énorme déception. Je pense que c'est la plus grande désillusion depuis que je suis ici à Brest que je suis en train de vivre. Il est évident que par rapport au scénario, c'est quand même assez incroyable de prendre 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés dans cette fin de match. Alors qu'en plus on a eu le ballon de 3-0 avec le poteau de Ludo. Mais bon, après, le football est parfois cruel et c'est vrai que ce soir c'est une très 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 grande désillusion. Est-ce qu'il y a presque de la colère? Parce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné dans le match. Ouais, enfin bon, à 2-0, ça fonctionnait pas trop mal. Après, on maîtrisait pas tout. On sait que cette équipe de Dunkerque est une bonne équipe. Elle l'a montré dans ce match-là. Après, dans le jeu, elle nous a pas mis tellement en danger. C'est sur 3 coups de pied arrêtés, donc... Tu peux considérer le premier où il y a une grosse erreur de marquage, donc c'est un oubli, donc c'est un manque de rigueur. Le deuxième, c'est un coup du sort parce que c'est un espèce de cafouillage où tu peux dire que, alors là, du coup, c'est peut-être un manque de volonté, de vouloir dégager le ballon, d'en vouloir plus que l'adversaire, voilà. Et puis le troisième, c'est, on va dire, ce qui se dessine, parce que quand tu prends déjà les 2 premiers, tu te dis que dans le prochain, effectivement, avec ce ballon qui est dévié, et puis un joueur au deuxième poteau qui est tout seul. Donc c'est difficile à analyser, parce que quelque part, dans le jeu, on ne peut pas dire qu'on a été réellement mis en difficulté, et c'est vrai que prendre ces 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés, c'est difficile à comprendre, et c'est difficile à digérer forcément. Est-ce que tu as constaté une forme peut-être de suffisance à un moment où on pensait que justement tes joueurs avaient pris dessus et peut-être fait la différence au score aussi? Je sais pas, c'est vrai que j'ai pas senti ça moi sur le banc. Après, on maîtrisait pas tout dans le match, on était face à une bonne équipe qui jouait bien, mais bon, on avait fait le plus dur. Maintenant, est-ce que les joueurs sont crus arriver? Et je pense que c'est eux qui ont plus ce sentiment-là. Maintenant, il est évident que, et on le voit dans le sport de haut niveau et le football en particulier, s'il y a eu un peu de suffisance, un peu un manque d'humilité à un moment donné, on l'a payé cash et ça aurait été une grosse faute de notre part. Mais après, de le dire et de le constater du bord de la pelouse, c'est pas le sentiment que j'ai eu, quoi. Mais après, on regardera un petit peu tout ça et on analysera tout ça. Mais j'ai revu les 3 buts et c'est vrai que c'est assez incroyable de prendre ces 3 buts en si peu de temps, quoi, sur ce genre de situation. À 2-0, on se dit c'est le scénario idéal, c'est la possibilité de faire tourner un petit peu, de gérer aussi les petits. Est-ce que toi, tu fais ça à ce moment-là? Non, il y a la volonté de faire entrer aussi les garçons qui sont frais. On sait qu'on a un match aussi dans 4 jours, forcément, qu'ils apportent autre chose. Maintenant, après, des fois, il y a des rentrées qui font du bien, et là, on peut pas dire que forcément ça a apporté un plus. Bien au contraire, ça a peut-être brouillé un petit peu les choses, notamment peut-être dans les marquages, sur les coups de pied arrêtés, alors que les messages sont passés normalement. Donc, mais après, voilà, c'est toujours facile après d'essayer de trouver des choses qui sont très, j'allais dire, explicables en tous les cas, quand ça se passe mal et qu'il y a un genre de scénario comme ça. Il y a des choses des fois qui sont un petit peu en dehors de toute réalité, mais bon, c'est arrivé ce soir, et si c'est arrivé ce soir, certainement qu'on n'a pas tout bien fait, quoi. Il y avait quand même des signes qui étaient un peu bizarres. Il y avait Pierre qui a eu pas mal de déchets en première période par rapport à ce qui était déjà. Qui ça? Pierre, ouais.
Il y a Zobé qui a essayé de trébucher plusieurs fois. On a l'impression que certains joueurs n'étaient peut-être pas tout à fait dans leur match. T'as senti ça aussi? Je sais pas, lui qui avait des vissés pourtant, et voilà, maintenant. Je peux pas contrôler en tous les cas les glissades des uns ou le déchet des autres, mais après c'est la réalité de ce match. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je crois que il y a beaucoup de déceptions et il est évident que je pense qu'on a raté une grande opportunité de pouvoir faire quelque chose d'assez extraordinaire, mais après voilà, c'est la réalité de ce match et il va falloir le digérer parce que ça c'est évident que ça va être un coup dur et qu'il va pas être facile à surmonter. Eric, il y avait eu la C1, il fallait oublier la C1, la coupe est là, il n'y a plus la coupe. Il faut oublier la coupe. Voilà, donc l'Europe elle passera automatiquement par le championnat. Et là, ouais, enfin, si on jouait la coupe, c'était pas forcément pour l'Europe, parce que on sait qu'à un moment donné, on serait tombé contre le PSG dès le prochain tour ou dès le match après, donc en finale. Donc atteindre l'Europe par la coupe, il fallait quand même battre cette grosse équipe du Paris Saint-Germain, ce qui est pas facile. Non, il y avait la volonté tout simplement d'aller en demi-finale, d'écrire une nouvelle histoire du club, une nouvelle page du club, et après potentiellement de pouvoir aller au Stade de France. Donc voilà, ça c'était forcément quelque chose qui pouvait animer les joueurs. Donc c'est évident que maintenant il nous reste 11 matchs de championnat et il va falloir se replonger dans ce championnat et en essayant de pouvoir des dimanches digérer tout ça et être performant, et ça va pas être simple. Si je parlais de digestion, c'est l'importance maintenant, c'est de passer à autre chose. Bah ouais, vous voulez qu'on reste là-dessus jusqu'à la fin de la saison? Non, du tout. Voilà, donc ouais, il va falloir passer à autre chose. C'est bien dit. Le match de dimanche devient encore plus critique, il était important pour le classement, pour la course à l'Europe. Mais là, forcément, tu vas entendre tes joueurs au tournant, ils te doivent une revanche. Enfin, pas qu'à toi, mais... Non, mais je pense qu'à eux-mêmes, ils se doivent aussi une revanche. Donc voilà, je pense que tout le monde sera animé des meilleures intentions. En tous les cas, je le souhaite. Et puis, s'il y en a qui sont pas capables de se remettre en question, il y aura des changements tout simplement. Nana est rentré puis ressorti, c'était physique ou c'était... Ouais, il s'est fait mal au mollet a priori, donc c'était pas lui qui devait sortir au départ. Ouais, donc pour la colère d'Éric Roy, une colère froide plutôt contre son groupe. Oui, il a l'air vraiment touché, le coach brestois, qui dit que c'est sa plus grande déception depuis qu'il est arrivé à Brest. Si c'est un manque d'humilité, on l'a payé cash. Voilà pour les mots à retenir de l'entraîneur brestois. Mais moi je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Il a dit que Dunkerque n'a pas été dangereux, mais au cours du match. Il était surpris de prendre ces 3 buts-là, effectivement. Ouais, mais en première mi-temps, tu as Al-Sadd qui a 2 grosses situations assez franches, qui négocie assez mal. Il y a Sasso qui fait une transversale. Et puis tu as Courtet aussi. Du score, on a quelques occasions aussi. Courtet qui se mélange un peu les pinceaux. Enfin, même dans le jeu, Dunkerque a bien joué, je trouve, moi. Donc c'est vrai que son analyse, elle est 1-0 à la mi-temps, on était un peu déçus. C'est le réalisme dunkerquois peut-être qui je pense que son analyse, elle est biaisé par son abattement. Il est frustré. Il est frustré, puis il se dit qu'il y avait moyen d'entrer dans la légende de son club. Et puis en fait, c'est qu'il passe d'une épopée de Ligue des Champions exceptionnelle à se faire éliminer par un club de Ligue 2 à domicile. On comprend l'ascenseur émotionnel peut-être. Sachant qu'il enchaîne les déceptions ces dernières semaines. Il y a eu le 10-0 cumulé sur le match face au PSG. Effectivement, une fin de saison qui semble un peu plus compliquée pour Brest, qui en plus est un peu largué en Ligue des Champions. D'abord, je voulais vous donner une autre réaction, cette fois du double buteur sangantais. C'était au micro du diffuseur. Je cite: les remplaçants ont apporté un truc en plus, les titulaires ont tout donné, c'est la victoire d'un collectif. Il parle des supporters, 500 personnes qui ont fait plus de 20 heures de bus, c'est incroyable. Avant nous, c'est eux qu'il faut féliciter, on va aller fêter ça avec eux parce que c'est un moment inoubliable. On voulait écrire l'histoire, on l'a écrite. Jérémy, il a tout dit, l'histoire est écrite et va continuer d'être écrite en plus. Après avoir dit ça, je pense qu'au pas, on pourra le chercher dimanche pour faire la bande de Dunkerque avec nous. Je sais pas si c'était prévu, mais je pense qu'on va pouvoir aller le chercher. Mais en tout cas, ça va être. Il a raison dans ce qu'il dit. 500 personnes qui ont fait le déplacement. Il y en a certains. Même aller au balcon là. Ouais, si eux, on a envie pour. Mais je veux dire, des personnes qui travaillaient, qui ont dû poser congé, qui sont venues pour ça a sûrement fait un peu la différence dans certains joueurs, sur certaines actions, de se faire un peu pousser par les supporters. Donc je doute pas qu'au retour de match là, ils seront attendus
à Dunkerque pour ça fêter montre ça. quand même l'esprit du collectif. Il remercie tout le monde, il remercie ceux qui étaient. Enfin, il parle pas de lui parce qu'en plus il a mis un doublé. Enfin, on pourrait parler de lui tout de suite, puis il le fait pas du tout. Et ça souligne quand même l'esprit de cette équipe qui est quand même extraordinaire. Après le match à Lille, après il faut pareil à Brest. C'est fou. Et puis le match à Auxerre aussi. Enfin, il ne faut pas oublier le match à Auxerre. On va revenir justement sur le parcours dunkerquois. Donc on l'a dit, uniquement des matchs à l'extérieur cette année. Alors espérons une demi à domicile. Ce serait la plus belle des choses qu'on puisse souhaiter aux Dunkerquois. Sauf si c'est au Parc des Princes peut-être, Jérémy. Si c'est au Parc des Princes, ça compte ? Si c'est au Parc des Princes, oui, je pense que ça compte. Après, si c'est Paris à domicile, peut-être qu'on jouera chez nos amis lillois, je sais pas. Parce que la capacité de cette tribu, je pense qu'elle est un peu... En tout cas, on le saura demain soir, le tirage au sort. Elle est un peu restreinte, mais voilà. De toute façon, ça peut être Cannes, Reims ou le PSG s'il passe. Si c'est Cannes, c'est à l'extérieur. Oui, ce sera à l'extérieur, mais ce sera un événement historique dans tous les cas, donc ça sera top. Donc on attend effectivement plein de Dunkerquois. Donc on revient un peu sur ce parcours. Donc on vous rappelle, ça avait pas forcément bien commencé pour les Dunkerquois face à Béthune. Ça s'était fini au tir au but. Ensuite c'était donc Aubervilliers. Puis la première victoire contre la première Ligue 1, c'était à Auxerre, une victoire 1-0. Ensuite Haguenau, et pourtant Haguenau menait 1-0, mais c'est Dunkerque qui était bien revenu dans le match au bout de la rencontre. On l'avait vécu ensemble le tour précédent, Lille-Dunkerque, et cette victoire au tir au but grâce notamment à Jaouen, et donc cette nouvelle victoire ce soir qui ouvre les portes des demi-finales pour les Dunkerquois. L'homme fort lors du tour précédent, c'était Jaouen. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, William, ce soir ? Il a vécu lui aussi une rencontre à double visage. Ouais, mais je pense que c'est ça l'image du match aussi, parce que j'ai senti Dunkerque sur les 30 premières minutes bien en place, qui a baissé un tout petit peu, je pense, en intensité sur les 10-15 premières minutes avant la mi-temps. Ils ont malheureusement pris ce but qui n'était pas logique. Est-ce qu'il est en tort sur le premier but ? Est-ce que pour toi il rate sa sortie ? Enfin, même en ne voulant pas sortir. Je pense que dans l'élan, pour moi, il aurait dû sortir, mais après, c'est sûr que dans les consignes, à mon avis, de l'entraîneur, avec un bloc qu'on a vu assez haut, le gardien doit quand même être assez proche de sa défense pour pouvoir justement intervenir sur tout ce qui est ces ballons pour mettre des attaquants en profondeur. Après, le jugement, c'est lui qui a eu ce jugement sur l'intensité. Je pense que lui est en meilleure position, en capacité de dire pourquoi il est resté sur sa ligne, pourquoi il a reculé et pourquoi il n'est pas allé justement à ce contact. On a vu en deuxième mi-temps qu'il a rectifié le tir et que justement, à mon avis, il a eu les consignes de toujours aller vers l'avant, ce qu'il a fait et ce qu'il a très bien fait. Maintenant, voilà, ça n'a pas été pénalisant, heureusement pour l'équipe au final. Ce qu'on retiendra aujourd'hui, c'est cette équipe, ce groupe et cette victoire qui est magnifique. Tu veux pas le dire ? Non, il veut pas dire qu'effectivement, peut-être sur le premier, peut-être même sur le deuxième. Mais voilà, parce qu'il y a forcément des jugements sur un match où on ne sait pas si on est vraiment dans l'intervention, si on est vraiment bien, si on est bien placé. Là, c'est un truc qui est très compliqué. Et ça lui est arrivé juste avant, avec la frappe d'Ajor qui est dévissée par Jaouen. Je suis désolé, je vous coupe, messieurs. Luis Castro qui vient de rejoindre la conférence de presse. Le roi, un journaliste, il n'est pas ici? Ah non, ok. Non, s'il n'est pas ici, pas de problème. On déboute, pas de problème, on va. Oui, Luis Castro, c'est une question, c'est quel sentiment vous habite après ce match complètement fou? Vous êtes mené 2-0 à leur maison, chez une Ligue 1, vous avez renversé avec 3 buts de vos défenseurs centraux, c'est un scénario incroyable. C'est un scénario que je pense que l'équipe mérite pour la deuxième étape qu'on fait. Je pense que la première mi-temps nous être pas à notre niveau. Je dis ça à la mi-temps pour le jour. On fait 2-3 corrections aussi sur le plan tactique, mais je pense que c'est plus notre personnalité et notre attitude que manque pour être Dunkerque, l'équipe que tout le monde connaît. Je dis à le jour que nous sommes capables de changer le match. Même après, quand on perd 2-0 et je fais rentrer le joueur, je dis pour le joueur, si on fait un but, nous sommes dans le match. Et nous sommes capables, si on fait la façon de jouer avec notre identité. On croit que nous sommes capables, on fait 3 buts, on fait un poteau aussi, Sasso, on fait plus de 3 chances. Et je pense pour la deuxième étape qu'on fait, je pense que c'est mérité. La fierté, c'est quoi? C'est d'avoir des joueurs qui ne renoncent jamais. Ils ne renoncent pas à Lille, ils ne renoncent pas ce soir. Oui,
Les joueurs qui ne relancent jamais, les joueurs qui sont tout le temps avec notre façon de jouer, même quand on perd, c'est pas une équipe qui dégage, qui joue très vite vers l'avant pour l'attaquant. C'est une équipe qui continue à jouer, il croit dans notre travail. Et ça, c'est très fier pour un entraîneur quand le joueur croit qu'avec quelqu'un qui on fait et que je travaille avec lui, que c'est possible. Louis, au départ, tu n'es pas l'équipe type. En tout cas, tu changes un peu, même si tu joues de la même façon. En tout cas, c'est pas les mêmes joueurs que d'habitude. Est-ce que c'était une idée pour reposer certains ou Tu parles de la même équipe qu'équipe qui jouait championnat, coupe. Championnat. Oui, si je fais la même équipe que jouait le championnat, je fais Adrien sur le but. Après Lille, tu penses qu'on ne mérite pas de jouer sa match, par exemple? Non, je dis normalement. Par exemple, Ewan, il est le gardien qui fait la coupe en ce moment. Et nous sommes ici parce qu'il mérite aussi. Kondo, il jouait Auxerre, il jouait Lille, il jouait aujourd'hui, il mérite aussi. Nous avons un joueur qui travaille beaucoup, qui ne jouait pas beaucoup au championnat parce que les autres travaillent beaucoup aussi. Et on fait jouer une équipe qu'on pense que c'est capable de faire le match. Après, nous avons une petite grippe cette semaine qui change un peu de choses aussi pour nous. Et par exemple, Opa il est en blessure, il ne peut pas débuter le match. Et je pense qu'il ne va pas jouer. Je pense qu'il ne va pas jouer aujourd'hui. Mais après, on nécessite lui pour faire 30 minutes. Et il ne fait pas un mal match. Ça veut dire qu'en demi-finale, pareil, tu commenceras avec une équipe qui mérite. Oui. Pour être, par exemple, Enzo, il n'a pas débuté à Lille. Pardon? Oui. Enzo, il n'a pas débuté le match avec Lille. Aujourd'hui, il débute. Il a un jour que je ne vais pas faire le même 11 que Lille, c'est sûr. Peut-être que je ne vais pas faire le même 11 qu'aujourd'hui aussi. Peut-être que je ne vais pas faire le même 11 de l'équipe que jouait championnat avant le match de coupe. Mais je vais faire un 11 que je pense que c'est prêt et c'est capable de faire quelques nécessites pour gagner le match de demi-finale. Une demi-finale de coupe, c'est un gros morceau pour l'histoire de Dunkerque. Est-ce que, à un moment donné, vu comment vous êtes placé au championnat, est-ce que tu crois qu'il ne faut pas faire de choix? Morceau. To make a choice between the championship and the cup. Non, on fait beaucoup de matchs dans la coupe et beaucoup de matchs dans le championnat. Et on continue bien dans le dos. Dans le championnat et dans la coupe, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'on nécessite à travailler. Tout le monde nécessite à continuer à travailler beaucoup. Tout le monde nécessite de continuer à donner le maximum pour nous être prêts pour la coupe et pour le championnat. Mais on ne va pas faire un choix là ou là. Par exemple, je connais, parce qu'il y a personne qui dit pour moi dans le staff qui sont de Dunkerque, que quand on fait le 11 titulaire contre Lille, beaucoup de personnes disent « Oh, comme c'est possible, comme il fait ça, c'est mieux que je ne regarde pas le match, blablabla. » Ok, on gagne contre Lille, que c'est une équipe qui est en ce moment en Champions League. Si on fait les choses, c'est parce qu'on connaît qu'ils sont capables. Après, tu peux perdre le match. Ça, c'est pour tout le monde. Mais en ce moment, nous avons déjà gagné Auxerre, Lille et Brest. 3 équipes Ligue 1 et 2 équipes Champions League. Je pense qu'on ne va pas faire un choix, on va continuer à jouer le dos compétition. Si le tirage vous amenait à jouer à Paris Saint-Germain, une équipe qui joue la Ligue des Champions, est-ce que cette équipe de Dunkerque est capable de surprendre aussi Paris ou c'est vraiment très au-dessus? On va essayer. Si on joue contre Paris, on va essayer de gagner. Vous préféreriez éviter pour aller au Stade de France quand même? Tout le monde voudrait éviter Paris, on a le sentiment en demi-finale. Je ne peux pas parler de ça, éviter sa équipe ou sa équipe. Par exemple, Cannes. Hier, ils ont fait un gros match. Peut-être tout le monde pense que Cannes c'est la meilleure équipe, Cannes c'est la meilleure équipe pour l'attirage. Je regarde le match hier.
Si les 4 équipes sont ici, c'est sûr qu'ils vont faire une bonne saison dans la Coupe. Et si je dis que c'est meilleur ça ou ça, par exemple, il y a personne qui dit, c'est pour ça que je fais la question, le roi c'est ici, il y a personne qui dit que le meilleur tirage possible pour Brest, c'est Dunkerque. Je ne vais pas dire ça une fois en ma vie. Je vais respecter tout le club, tout le coach, tout le joueur, je vais respecter tout le monde. Pour ça, c'est le tirage, on va respecter le club et on va jouer à 100%. Parce que je parle de Caen parce qu'ils sont le plus bas dans le championnat plus bas. Mais Caen, ils ont déjà sorti 3 équipes de Ligue 2. Et pas 3 mauvaises équipes de Ligue 2. Ce n'est pas 3 équipes qui sont en bas. Ils ont déjà sorti 3. Et c'est mérité. Je ne peux pas dire que je préfère Caen que Paris Saint-Germain. Je ne peux pas dire ça. Si je dis ça, je ne respecte pas l'équipe de Caen et le parcours qu'ils vont faire. On va regarder le tirage et après le tirage, on va faire le maximum pour gagner le match. J'ai l'impression de faire vous vous rendez compte que vous faites une saison historique. C'est la meilleure saison de Dunkerque. Enfin, c'est dingue. Oui, je connais ça parce que beaucoup de monde dit ça pour moi. Mais c'est pas fini. On nécessite de continuer à travailler parce que à le final, on regarde si on fait histoire, si on fait ou non. Et qu'est-ce qu'on fait ou non. En ce moment, on continue à travailler. Nous avons un match très très important. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour récupérer le jour parce que c'est 3 matchs de suite. On nécessite maintenant de travailler, continuer à travailler pour pas laisser les choses faciles. C'est bon. Bonne soirée à vous. Encore une fois, une joie très contenue pour Luis Castro, qui est vraiment pas le plus démonstratif. On l'a quand même vu sourire pendant la conférence. Où effectivement il va évidemment fêter ça avec ses joueurs, avec les supporters qui ont été nombreux à faire le déplacement ou alors à vivre ça depuis Dunkerque, juste avant de prendre la direction d'ailleurs de Dunkerque. Un court résumé de ce que dit Luis Castro. Effectivement, lui aussi a noté une première mi-temps où ils n'étaient pas à leur niveau, c'est ce qu'il a dit. Apparemment, dans le vestiaire, il manquait de personnalité. Et puis, ce qu'on a appris aussi, c'est que Sanganté n'était pas censé jouer dans cette rencontre. Au final, il a quand même sollicité pour une demi-heure de jeu et que donc c'était un choix payant pour l'entraîneur dunkerquois. Pas mal de questions aussi sur la gestion du groupe, la rotation. Et puis une dernière question sur un adversaire qu'il rêvait pour la demi-finale. Pas de réponse. Il s'est pas mouillé. Il s'est pas mouillé. Il a raison. Là-dessus, effectivement, dans sa communication, Jérémy, là-dessus, il est fidèle à lui-même. Il est pragmatique. Après, moi, par rapport à son discours, j'aime pas envie de parler du match, j'ai envie de parler de ce qu'il inculque, des valeurs dunkerquoises. Avec William, on a pas mal de saisons au club, et c'est vrai que les valeurs du club ou les valeurs de la ville. T'aurais aimé avoir un entraîneur comme ça ? Ouais, j'aurais bien aimé. Bon, c'est un entraîneur qui joue beaucoup. Moi, j'étais plus un joueur de bagarre et de deuxième ballon, mais bon. Mais il en faut, tu disais, il faut me serait adapté. Hein. Mais il parle des valeurs d'état d'esprit, d'esprit d'équipe, de combativité. Et c'est vraiment ces 3 mots-là, c'est ce que représente l'USLD et ce que représente en gros la ville de Dunkerque, les Dunkerquois, etc. Donc, dans son discours, c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Après, par rapport au tirage au sort, il a raison de ne pas se mouiller. Il faut vraiment respecter toutes les équipes. Nous, on le fait parce que voilà, on a un avis extérieur. Mais c'est quand même l'entraîneur d'une équipe de Ligue 2 qui est en demi-finale de Coupe de France. Et il peut pas se mouiller. Et qui connaîtra son adversaire demain soir. C'est ce qui fait aussi la part du club. Ce qui fait la part du club, c'est aussi le sentiment de fierté. Là, on a parlé tout à l'heure, puisqu'il a répété plusieurs fois qu'on jouait, fallait jouer toujours, peu importe si c'est le PSG, si ce sera c'est Cannes. Là, il a répété que on est une équipe qui joue, peu importe l'équipe en face, et surtout. On l'a senti peut-être contenu, mais fier surtout de son équipe, parce que c'était quand même, il a quand même battu 2 équipes de Ligue des Champions. Et Guillaume, c'est surtout ses choix ce soir qui sont payants. Et non seulement, effectivement, il y a un groupe, mais il y a sa gestion du groupe, de la rotation, de faire entrer des forces libres. Il y a un coaching payant qui part en fait de son analyse. Et quand il dit à la mi-temps, au manque de caractère et on n'est pas assez bon. Moi j'aime cette ambition parce qu'en fait on se l'est dit, ils n'ont pas fait une mauvaise première mi-temps, mais lui a un tel degré d'ambition et il réussit à l'associer clairement aux actes. Et d'ailleurs il a dit une phrase dans sa conférence de presse, il dit si on joue le PSG on jouera pour les battre. Et voilà, il prend toutes les équipes, je dirais, au même niveau. Et moi, j'aime vraiment beaucoup cette approche. C'est un vrai discours, tu penses pas que moi, je suis convaincu qu'il le pense. Ouais, moi aussi. Oui. Ça va clairement avec sa personnalité et sa communication, je trouve. Bon, en tout cas, effectivement, c'est
Ça reste quand même la fête dans le vestiaire dunkerquois ce soir après cette victoire 3-2. La fête aussi sur la place de la Mairie avec ses supporters dunkerquois rencontrés tout à l'heure par Clément Kaminski et Aurélie Kielvo. On est en demi. On n'est pas habitué au remontada, non. Après, à part à Lille, où on a mis un but à la dernière minute. Depuis Lille, on commence à s'habituer quand même. Mais là, incroyable. Mais sinon, ouais, là, incroyable. Ouais. Non, franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était magique. Là. Franchement, premier match, assez incroyable. Allez, on va dire que c'était un peu 50-50, mais Brest était un peu plus dangereux. Après, en deuxième mi-temps, on s'est dit on va peut-être faire entrer un peu les mecs expérimentés. Et là, on passe en Ganté, il a répondu de la tête et il a le doublé. Et on n'oublie pas Sasso aussi de la tête. Alors si on revient un peu sur cette rencontre, on n'a pas encore parlé des stats du match. Pour répondre un peu à Eric Roy qui était un peu surpris de la réussite des Dunkerquois sur le volet offensif. Si on regarde rien que les tirs cadrés, Dunkerque en a 3. Brest n'en a qu'un seul. Au final, les défenseurs dunkerquois ont bien muselé cette attaque brestoise, William. Ouais, de toute façon, pour moi, en regardant les deux équipes et le match, je savais que ça allait être deux équipes qui ont des gros blocs, qui n'encaissent pas beaucoup de buts. La différence, elle s'est faite sur des coups de pied arrêtés. Donc c'est vraiment une question d'envie, une question d'attention à tout moment. Là, clairement, 3 cadrés, 1 cadré, c'est pas non plus des grosses statistiques sur des tirs. Donc des équipes qui n'ont pas réussi à se déstabiliser dans le jeu, mais par contre, question coup de pied arrêté, voilà, des deux côtés, c'était ça. Ouais. Sur les coups de pied arrêtés, je pense que c'est le discours d'un coach qui est déçu et qui a un peu de frustration, parce que comme tu l'as dit Guillaume tout à l'heure, il a quand même pris 7-0, 3-0 contre Paris la semaine dernière. Là, il perd contre une équipe de Ligue 2 à la maison alors qu'il gagnait 2-0. Je pense qu'il y a un peu de frustration par rapport à ça, parce qu'il faut quand même l'avouer, même si on Est-ce que les Brestois, ils ont arrêté de jouer quand ils gagnaient 2-0 ? Non, je pense pas qu'ils ont arrêté de jouer, mais je pense que Dunkerque a continué de développer son jeu. Comme l'a dit le coach Castro, ils sont fidèles à eux-mêmes, et même s'ils perdent, ils vont continuer de jouer et pas balancer des longs ballons à l'attaquant pour espérer avoir un pénalty ou une faute devant la surface. T'as la question, je pense que les entrées de Dunkerque ont clairement haussé le niveau de l'équipe. Et je pense il le disait, Eric Roy le disait, en fait, les entrées effectivement du côté de Brest, elles ont plutôt baissé le niveau de son équipe. Donc je pense qu'à un moment donné, clairement, on est passé devant. Et sur la dernière demi-heure, en fait, ça s'est vu clairement. En tout cas, sur leur changement, on n'a pas senti de changement d'attitude de leur équipe en menant 2-0. Je pense qu'ils n'ont pas porté ce que vraiment ils auraient dû apporter. Et pourtant, ils ont fait rentrer des Romain Fèvre, etc. Qui sont pas des à la fin de la conf, il en a parlé. Il a parlé d'attitude. Et il a dit si on ne change pas d'attitude, il va faire des changements, des changements assez lourds. Parce que si on va parler de coaching, si on prend les deux coachings, clairement il a perdu le match. C'est par rapport à ses choix qu'il a fait dans la deuxième mi-temps. Et il y a quand même un sentiment, je vais pas dire d'infériorité après ce match où tu te dis t'as perdu contre un club de Ligue 2 alors qu'il y a quelques mois tu jouais à la Ligue des Champions toutes les semaines et t'as fait vibrer ton public et là tu pouvais entrer dans l'histoire. Donc il se sent je sais pas un peu lésé, c'est pas plus de l'abattement à mon avis, c'est pire que ça. Après ils ont une tactique différente les deux coachs, c'est-à-dire que le coach de Brest, il a, mis à part Fèvre qui est rentré, qui est un très bon joueur, il a quand même mis sa force vive en première mi-temps, alors que Dunkerque a gardé ses atouts, dont ses joueurs de caractère, parce que dans des matchs comme ça, le caractère c'est super important. Même un Sanganté qui n'était pas censé jouer. Même un Sanganté, Aoupa qui s'est bagarré, il a joué 30 minutes, et bon, je pense que de toute façon c'est le destin, c'était écrit qu'il devait être malade, qu'il devait rentrer que 30 minutes, mettre un doublé et que Dunkerque finisse en demi-finale. Mais je pense qu'ils ont une tactique différente entre le coach et c'est le coach de Dunkerque qui a raison puisque Dunkerque se qualifie. Dunkerque qui avait dit c'était écrit déjà la dernière fois contre Lille que Dunkerque allait marquer dans le temps additionnel. Là c'était écrit qu'ils allaient pouvoir s'imposer grâce notamment à Sanganté. Si tu pouvais nous ramener le livre la prochaine fois sur la demi-finale, ça pourrait nous arranger. Je viens du futur, mais je ne vais pas tout vous raconter tout de suite, il faut quand même qu'il y ait un peu. J'espère qu'on vivra en tout cas ensemble la demi-finale, sachant qu'on connaîtra l'adversaire demain soir. On parlait d'une saison historique. Si on regarde aussi ce qui se passe en Ligue 2, Dunkerque qui reste par exemple sur 3 victoires d'affilée, 4 donc ce soir, toutes compétitions confondues, avec cette victoire ce soir face à Brest, 3e de Ligue 2 avec donc 14 victoires en tout dans ce championnat, 45 points. C'est
un jeu dunkerquois, une ambiance, un état d'esprit. Vraiment, ce soir, c'est tout un groupe qui confirme, peut-être William, justement, sur ce groupe dunkerquois, sur cette saison en Ligue 2. Est-ce que s'il n'y avait pas les barrages, pas la montée à la fin de l'année, ça resterait quand même la plus belle saison de l'histoire de Dunkerque? Je pense, vu de l'extérieur, parce que je n'ai pas vécu les montées en Ligue 2, je les ai vus des tribunes et j'ai suivi les joueurs qui étaient en place. Je pense que dans la forme, le fond et dans l'identité, on retrouve vraiment des valeurs et on retrouve un plaisir de regarder les matchs. Et je pense que c'est pour tout le public dunkerquois et puis pour les gens qui suivent cette équipe. Et ça fait plaisir, on a envie de revoir les matchs, on a envie de prendre la télé, d'allumer. T'as envie de mettre tes chaussures et d'aller. Ouais, voilà. Forcément, nous, un peu frustrés de ne pas pouvoir être sur le terrain. Mais on est content de les voir, on retrouve ce plaisir. Et cette notion, voilà. De très près, on retrouve un engouement, on en discute entre nous, on a un groupe où on échange des messages et on a envie d'aller voir les matchs et puis de discuter, tout ça. C'est marrant que tu dises ces termes parce que c'est le traîneur et aussi Dembaba qui en parlent souvent. Ils disent on ne pense pas tout de suite à la victoire, on pense à redonner du plaisir aux spectateurs et forcément ça passe par du beau jeu. Et tu le vois tous les week-ends avec Dunkerque, même quand ils perdent contre Martigues, il y a quelque chose. Il y a le fond, il est là. Et ça joue bien au football. Ouais. Le milieu de terrain, on dit que c'est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 2. C'est que ils veulent travailler là-dessus. Oui, et même si on se rappelle des jeunes joueurs en plus. Et ça en plus ça avait commencé, ça avait très mal commencé. Il y avait deux défaites. Tu parlais d'état d'esprit dunkerquois. Il y a des joueurs qui viennent de la planète entière. Je pense qu'il y a un Saoudien qui vient tout juste d'arriver, mais effectivement Skita, etc. Il y a très peu de dunkerquois et pourtant il y a un état d'esprit qui a pu être insufflé, notamment par Luis Castro, qui lui non plus n'est pas vraiment dunkerquois, mais qui va forcément le devenir. Et donc on a bien compris que c'était un club qui continuait de grandir, qui cartonne en ce moment en Ligue 2, qui est qualifié en demi-finale de Coupe de France, et ça on saura contre qui demain soir. Et puis donc on va suivre évidemment avec attention, avec intérêt cette fin de saison de l'USLD. Ça passe déjà par un match ce lundi face à Ajaccio pour poursuivre cette saison de Ligue 2 qui est vraiment très bien partie. Puis on rappelle évidemment les autres rencontres de la Ligue 1. C'est Lens qui se déplace au Havre samedi à 19h. Ce sera suivi par un PSG LOSC, là aussi très important en Ligue 1. Coup d'envoi à 21h05. Et puis du sport, il y en aura aussi demain soir sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral avec la Ligue des Champions de ring hockey. C'est le Scrat Saint-Omer qui reçoit le Barcelone. Et ce sera à vivre donc demain dès 19h avec une émission d'avant-match et coup d'envoi à 20h30. Rencontre à suivre en direct et en intégralité. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup William. Merci pour cette première, ça a été. Oui, très bien, merci à vous. Tu reviens aussi pour la demi? Bon voilà, vous avez déjà le plateau de cette demi-finale qu'on vivra ensemble. Merci beaucoup Guillaume Bataillé, merci beaucoup Guillaume Leroy. On se retrouvera nous aussi pour la demi. Merci à toi. Théodore Anjon sera aussi forcément à la réalisation. On se quitte donc pour ce soir. Moi je vous retrouve donc demain et puis le sport continue. Le prochain Cop Nord c'est lundi à 19h15. Bonne soirée à tous.